Gustave Roussy décrypte l'ESMO 2024 et on passe maintenant aux tumeurs cutanées avec le professeur Robert et avec le docteur Belkadi Sadou. Et je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, on va parler essentiellement des mélanomes cutanés avec des actualités sur le traitement néoadjuvant, le traitement adjuvant et les traitements des stades métastatiques. D'abord, pour les traitements néoadjuvants, petit état des lieux. Il faut savoir que la chirurgie était le seul traitement qu'on proposait à un patient avec un mélanome de stade 3 macroscopique résecable il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ensuite, avec l'émergence des inhibiteurs des checkpoints immunologiques et de la thérapie ciblée, des traitements adjuvants ont été testés avec succès. Ils ont permis une diminution de rechute, mais par contre, il n'y a pas eu d'impact positif sur la survie globale dans les essais de phase 3. Puis des stratégies néoadjuvantes ont été développées et elles ont très vite montré leur efficacité. D'abord par les résultats de l'essai SWOG S1801 qui a été présenté en plénière à l'ESMO 2022 et tout récemment avec les résultats de l'essai NADINA. Petit rappel de l'essai néoadjuvant SWOG. Donc c'est un essai de phase 2, 2 bras. Un bras néoadjuvant, le patient reçoit 3 cures de pembrolizumab, il est ensuite opéré, puis on part sur 15 cycles de traitement par pembrolizumab en adjuvant. Le deuxième bras, c'est le bras adjuvant. Le patient est d'emblée opéré, puis ensuite, il reçoit les 18 cycles de pembrolizumab. Donc, l'essai a montré une efficacité en termes de survie sans événement, qui était évaluée à 72% versus 49% en faveur du bras néoadjuvant. Donc, tout récemment, à l'ASCO 2024, on a découvert les résultats de l'essai NADINA, où il a montré donc un gain en survie sans événement à 12 mois, un gain qui était indépendant du statut de la mutation BRAF et surtout qui a été observé dans tous les sous-groupes. Et là, à l'ESMO, on a les résultats avec une médiane de suivi un peu plus longue et aussi les résultats de la survie sans métastase à distance. Petit rappel sur le design de l'essai NADINA. Donc, c'est un essai de phase 3 avec 2 bras. Un bras néoadjuvant, le patient reçoit 2 cures de double immunothérapie avec la petite dose IPI, séparée de 3 semaines. Puis ensuite, le patient est opéré. Et enfin, il reçoit un traitement adjuvant uniquement lorsqu'on n'a pas une réponse pathologique majeure. Elle est définie comme étant soit une réponse pathologique complète ou quasi complète avec moins de 10% de cellules tumorales. Donc, si on n'est pas dans ce cas de figure-là, le patient reçoit le traitement adjuvant qui sera soit du nivolumab si le mélanome n'exprime pas la mutation de BRAF ou alors de la thérapie ciblée par dabrafenib trametinib si le mélanome l'exprime. Dans le second bras, c'est le bras adjuvant. Le patient est d'emblée opéré et ensuite on part sur un cycle de nivolumab mensuel pendant 12 mois. Donc, le critère d'évaluation principal, c'était la survie sans événement. Et on va ici, après un suivi médian de 15,4 mois, une réduction du risque d'événement de 68%. À la question, est-ce que cette combinaison IPI-Nivo permet aussi de réduire la survenue de métastases à distance? La réponse est oui, comme le montre cette slide, avec une survie sans métastase à distance estimée à 86% pour le bras néoadjuvant versus 62% pour le bras adjuvant. En termes de réponse pathologique, résultat très bon avec près de 61% de réponses pathologiques majeures, ce qui veut dire que 61% des patients qui étaient dans le bras néoadj n'ont pas reçu de traitement adjuvant. Pour la réponse radiologique, elle est clairement sous-estimée. C'était aussi le cas dans les autres essais néoadj antérieurs. Donc on voit aussi que la durée de la survie sans récidive et la survie sans métastase à distance sont proportionnelles à la réponse pathologique, comme le montre du coup cette courbe plate et des répondeurs pathologiques complets. Donc, l'essai NADINA est la première étude néoadjuvante de phase 3 positive dans le mélanome. La combinaison ipilimumab et nivolumab en néoadj suivie d'un traitement adjuvant si on n'a pas de réponse pathologique majeure est associée non seulement à une amélioration de la survie sans événement, mais aussi de la survie sans métastase à distance. La réponse pathologique majeure a été observée chez près de 61% des patients, ce qui veut dire que ces patients-là n'ont pas reçu de traitement adjuvant et la durée totale de leur traitement n'était que de 6 semaines. Donc, les essais NADINA et SWOG sont les nouveaux standards pour la prise en charge du mélanome métastatique opérable. On aimerait une AMM et on attend aussi des essais, l'identification de biomarqueurs afin de mieux sélectionner les patients qui auront plutôt besoin de la combinaison IPI-Nivo
que de la simple immunothérapie dans cette situation néoadjuvante et par conséquent de limiter la toxicité de la combo. Une autre étude, donc on a aussi découvert les résultats de la sous-étude 02C de l'étude Keymaker U02. Donc c'est un essai Umbrella qui évalue l'efficacité de plusieurs associations avec des ouvertures de bras successives. Le traitement de référence là, c'était le pembrolizumab et il a été associé à d'autres molécules, notamment un antitigite, un vaccin oncolytique, l'anti-ILT4, l'anti-LAG, et enfin, l'ATRA. Donc là, on a découvert les résultats des 3 derniers bras. Donc les patients recevaient ces traitements-là en néoadjuvant, puis ensuite ils étaient opérés à la semaine 6 et enfin on partait sur 12 mois de traitement adjuvant par pembrolizumab. Critère d'évaluation principal, c'était la tolérance, mais aussi la réponse pathologique. Donc pour la tolérance, on voit qu'il y a un profil de tolérance qui est plutôt acceptable et qui est similaire dans tous les bras. Pour la réponse pathologique, on a un petit signal positif pour l'anti-LAG3. On voit que c'est le pourcentage le plus important en réponse pathologique majeure, qui fait un tout petit peu mieux que le bras pembrolizumab seul et un peu pareil que le bras avec pembro et l'antitigite. Donc ces molécules anti-LAG3 et antitigite restent prometteuses dans cette indication. On passe au traitement adjuvant des mélanomes de stade 2B2C. Donc, un mélanome de stade 2B2C est certes un mélanome qui est localisé, mais il reste épais, avec un Breslow qui dépasse 2 mm et ulcéré. Et bien sûr, on n'a pas d'atteinte ganglionnaire microscopique ou macroscopique. Donc là, on a les résultats de 2 études phares qui ont permis l'approbation des anti-PD1 dans le traitement adjuvant des mélanomes de stade 2B2C. D'abord avec le nivolumab et les résultats de la Checkmate 76K. Donc c'est un essai randomisé. Donc on avait une randomisation asymétrique avec un bras adjuvant nivolumab mensuel pendant 12 mois et un bras placebo. Le critère d'évaluation principal, c'était la survie sans récidive. Et ensuite, il y avait une deuxième phase du protocole. Lorsqu'un patient récidivait plus de 6 mois après avoir reçu le nivolumab, on pouvait rechallenger la molécule, ou alors, à tout moment, quand il était dans le bras placebo, on pouvait faire un crossover. Donc, les résultats à 3 ans montrent qu'il y a un bénéfice en termes de survie sans progression. Donc, on a un hazard ratio à 0,62. Le bénéfice est moins évident, mais il est quand même présent pour la survie sans métastase à distance. Et pour la PFS2, qui a évalué la deuxième phase du protocole, on voit que les courbes se croisent, ce qui suggère que le nivolumab en adjuvant n'a pas d'impact négatif sur le traitement ultérieur. À noter que pour les patients qui étaient dans le bras nivolumab, quand ils ont récidivé, pour la plupart, ils avaient reçu la double immunothérapie par ipi-nivo. Ensuite, pour la deuxième étude, donc c'est le pembrolizumab et les résultats de la Keynote 716. Donc là, on a les résultats à 4 ans. Donc le design, il est quasiment pareil, randomisation symétrique pour cette étude-là, avec même critère d'évaluation principal qui était la survie sans récidive. Donc là, on a un bénéfice sur la survie sans récidive avec un hazard ratio de 0,62, un bénéfice aussi pour la survie sans métastase à distance. Et par contre, on voit que les courbes un peu se rejoignent pour la PRFS2. Donc le bénéfice, clairement, il diminue. On n'a pas encore de données sur la survie globale, mais on a un doute sur l'émergence d'un réel bénéfice. On sait que pour ces traitements-là, on retarde la récidive, mais probablement qu'on ne rallonge pas la survie des patients. Je laisse la parole à Caroline pour la suite. Merci beaucoup. Peut-être une question sur l'étude de Nadina qui a beaucoup fait parler. C'est une étude de stratégie, c'est-à-dire que ça ne teste pas un traitement, mais plusieurs. Et donc ce bras expérimental qui est si positif, il est aussi lié à une thérapie ciblée. Est-ce qu'on a les données des patients dont les mélanomes sont BRAF non mutés, donc qui compareraient uniquement la stratégie de chirurgie avec le périopératoire? On n'a pas encore les résultats, ou je ne sais même pas si on va les avoir, en vrai. Mais, oui. Donc, on ne les a pas encore, mais c'est vrai qu'on remarque que peut-être il y a une proportion de patients qui ont répondu plus tard grâce au traitement adjuvant par thérapie ciblée du fait de la présence de la mutation de BRAF. Merci beaucoup. Et on passe à la suite avec Caroline Robert. On passe au stade métastatique.
On est maintenant en mesure de donner les résultats à 10 ans. 10 ans déjà. Alors, on a à gauche l'essai Checkmate 067 qui a été présenté de nombreuses fois. Et à droite, on a l'essai Keynote 006 qui a été ensuite le Keynote 587 pour pouvoir suivre les patients le plus longtemps. D'ailleurs, la Keynote 587 a collecté aussi des données d'autres essais de MSD. Donc à gauche, Checkmate 067. Vous vous rappelez peut-être, c'est vraiment un essai hyper important pour nous. C'est ipilimumab dans la courbe grise en bas, comparé au nivolumab tout seul, la courbe verte, ou la combinaison des deux dans la courbe marron clair au-dessus. Toujours un peu au-dessus, niveau plus IPI, mais pas énormément au-dessus, et un essai qui n'est pas fait pour nous permettre de comparer de façon statistique les deux bras du dessus, qui est en fait exactement ce qui nous intéresse. Mais toujours, la combinaison ipilimumab-nivolumab fait un peu mieux. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que maintenant, on montre de la mélanoma specific survival, c'est-à-dire qu'on suit nos patients si longtemps qu'ils ont le droit de mourir de vieillesse, ce qui est quand même sympathique. Donc, en mélanoma specific survival, on voit qu'à 10 ans, on a plus de 50% des patients en vie, un tout petit peu moins avec le nivolumab, 45%. Et regardez la courbe du dessous, qui est très très plate et très très haute. Ce sont les patients qui sont sans progression à 3 ans. Donc, quand on ne progresse pas à 3 ans, en fait, on a des chances extrêmement élevées d'être encore en vie à 10 ans après. Donc, un bénéfice au long terme qui est excellent, surtout pour les gens qui ont un bénéfice en fait assez tôt. En fait, quand on répond, en général, on répond longtemps. C'est pareil pour l'IPI, sauf qu'on répond moins souvent. À droite, on a la courbe en haut qui est pembrolizumab et la rouge en dessous qui est ipilimumab. Donc, en fait, on a moins d'informations puisqu'on n'a pas la combinaison. Dans la Keynote 006, c'était pembrolizumab versus ipilimumab. Et vous voyez que la courbe de pembro, elle est très superposable à celle du nivolumab. Nous, on ne voit pas de différence entre nivolumab et pembrolizumab. Et on a 45% de patients en vie. Et on est aussi en mélanoma specific survival. Et en dessous, la courbe très plate avec 80% de patients qui sont à 8 ans. Pourquoi ils sont à 8 ans? C'est 80% parce qu'on considère les patients qui ont reçu 2 ans de pembrolizumab. Dans cet essai, c'est un peu pour ça que maintenant on fait systématiquement 2 ans quand on ne sait pas trop quoi faire comme durée. Quand les patients bénéficiaient du traitement, on le donnait pendant 2 ans. Donc les patients qui sont soit stables, soit en réponse partielle ou complète, ils recevaient le traitement en général 2 ans. Et ces patients-là, ils sont en vie à 10 ans pour la grande majorité d'entre eux. Alors, on peut toujours se poser la question, pourquoi on ne donne pas toujours ipilimumab, nivolumab, puisque ça a l'air de faire un peu mieux? Vous le savez pourquoi, parce que c'est extrêmement toxique. C'est des effets secondaires de grade 3 et plus dans plus de 60% des cas. Donc, évidemment, on ne le donne pas à tout le monde et on est très content quand on a une très bonne réponse avec l'anti-PD1, parce que quand on est en réponse, on est en vie encore. Vous voyez, les courbes, en fait, se confondent entre les courbes de gauche en bas, entre niveau et IPI plus niveau. Quand on répond à l'anti-PD1, on répond longtemps aussi. Alors maintenant, ça c'est très bien, mais 50% de patients en vie, ça fait quand même beaucoup de patients qui n'ont pas répondu et qui ne sont pas en vie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne répond pas aux anti-PD1? C'est notre gros problème et on est un petit peu avec un plafond là qu'on n'a pas encore dépassé. Alors, quand on a reçu un anti-PD1 tout seul, on gagne un peu si on donne la combinaison d'IPI-Nivo. On a environ 30% de réponses. Il y a eu un essai randomisé et ça a été confirmé par des données de vraie vie. Donc, on peut récupérer un petit peu. Quand on donne l'association avec un autre inhibiteur de checkpoint, c'est le LAG3, l'anti-LAG3, le relatlimab à une AMM, la combinaison anti-PD1, anti-LAG3 à une AMM, mais n'est pas encore remboursée en France, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais regardez, quand on prend un patient qui a échappé à l'anti-PD1, c'est pas génial. C'est 12% de réponse, un petit peu plus s'il y a LAG3 qui est exprimé. C'est pas génial. Mais c'est moins toxique que l'ipilimumab plus nivolumab. Quand on ajoute le lenvatinib, il y avait un petit espoir, 21,4% de réponses objectives, mais des réponses de très faible durée, une PFS médiane de 4 mois et
un traitement qui est mal toléré. Des effets secondaires cardiovasculaires, c'est pas facile du tout. Ça a été plutôt abandonné. Les TILS, alors les TILS, on en parle beaucoup, surtout depuis qu'on a eu notre essai randomisé versus ipilimumab qui avait été présenté l'année dernière. Ça peut rattraper des patients en échec d'anti-PD1 et même en échec d'anti-PD1 et d'anti-CTLA4. À peu près 30% de réponse, mais patients hyper sélectionnés, difficilement accessibles, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Alors, le dernier essai qui a été présenté à l'ASCO et actualisé à l'ESMO, c'est IGNITE, c'est virus oncolytique plus nivolumab, c'est un essai monobras, mais regardez, c'est quand même intéressant, les taux de réponse, ils frôlent les 30%, donc c'est à peu près le mieux qu'on peut faire aujourd'hui en post-PD1, et on a même un sous-groupe de patients, 65 patients qui étaient en post-IPI-niveau, et on est à 27,7% de réponse. Et ce qui est remarquable ici, c'est que tous les patients ont progressé alors qu'ils étaient sous anti-PD1. Ce n'est pas des re-challenge qui peuvent marcher, on sait que ça peut marcher. Là, le patient il progresse sous anti-PD1, il a très peu de temps de wash-out, enfin, il a un temps de wash-out qui ne permet pas de penser qu'il peut avoir récupéré une certaine immunosensibilité et il est traité avec ce virus oncolytique qui est injecté dans la tumeur, éventuellement dans des lésions profondes. Et évidemment, à chaque fois, la question, c'est est-ce que ça répond juste sur les lésions injectées? Ce n'est pas le cas. Regardez les réponses dans les lésions injectées. Là, c'est difficile à voir, mais en bas, c'est tous les répondeurs, 45 répondeurs. Les lésions injectées en bleu, les lésions non injectées en rouge. Et il y a des lésions non injectées, même à distance, qui répondent bien. Et quand on regarde, l'essai n'est pas emporté par l'effet sur les lésions injectées. Et donc là, c'est un essai de phase 3 qui démarre avec cette combinaison versus le choix de l'investigateur chez des patients qui ont progressé après niveau IPI. Donc, en conclusion, des résultats à long terme qui confirment que quand ça marche, c'est super, les immune checkpoint inhibiteurs. La réponse au traitement, c'est un super marqueur de bénéfice à long terme, mais bon, on aimerait bien avoir quelque chose de plus précoce. On travaille, la communauté travaille beaucoup dessus, il n'y a pas encore quelque chose de très pratique. On est toujours bien embêté quand les patients ne répondent pas. Alors, bien sûr, ils peuvent répondre aux anti-BRAF, anti-MEC. Taux de réponse élevé, mais on sait toujours qu'on est très addict à ces drogues. Après, quand ça progresse, et ça ne manque pas de progresser au bout d'un moment, on ne peut pas les arrêter. Donc on essaye vraiment, tant que les patients ne progressent pas très vite, de donner des immunothérapies. Et puis les TILS, très attractive option, mais patients hyper sélectionnés, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut en faire. Merci. Donc un virus oncolytique RP1 qui montre des données très intéressantes. C'est quoi exactement ce virus? Ça cible quoi et on pourrait l'exporter sur d'autres types tumoraux? Mais bien sûr. D'ailleurs, il est testé dans d'autres types tumoraux. Il y a un essai qui a été présenté dans les carcinomes épidermoïdes et là dans d'autres cancers. C'est un virus cousin germain du Tivec qui a eu une AMM mais qui n'a pas été remboursé en France. Tivec. Donc c'est des virus qui sont dérivés de l'herpès, qui sont modifiés génétiquement pour ne pas nous donner une infection herpétique, qui expriment GM-CSF. Et ce qu'il y a de particulier dans celui-là par rapport au Tivec, c'est qu'il exprime une protéine qui fait que les cellules fusionnent ensemble et ça devient plus immunogénique. Et il y a un RP2 avec anti-CTLA4 et il y a un RP3. C'est assez intéressant. Franchement, je pense que ça vaut le coup de faire cet essai. On a hâte de l'ouvrir. On va l'ouvrir en France d'ailleurs. Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve dans quelques minutes pour parler santé connectée et soins de support avec les docteurs Di Palma et Sampétrian.